La musique, c'est quelque chose de super puissant. Et outre le fait que ce soit devenu une industrie qui fait tourner une quantité astronomique de tunas chaque année, au fil du temps, c'est aussi devenu quelque chose qui a eu de plus en plus d'impact sur la société et qui parfois a pu révéler au monde des problèmes sociologiques énormes ou qui, au contraire, ont pu donner de l'espoir en l'humanité. Quoi qu'il en soit, j'avais envie d'explorer un peu plus en profondeur tous ces concerts qui ont littéralement changé le monde et de pouvoir comprendre aussi tout le contexte qu'il y a eu autour et ce qui fait que ces concerts sont devenus si importants dans l'histoire. Avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. C'est parti! Démarrons cette vidéo avec le légendaire Smile Jamaica de Bob Marley qui a eu lieu le 5 décembre 1976 à Kingston en Jamaïque. Concert dont le message était très clair, on veut avoir la paix dans ce pays qui part en couille, et ce serait pas mal non plus si on pouvait l'avoir dans le monde entier. Contexte. En 1976, la situation en Jamaïque est infâme. Politiquement, c'est extrêmement instable au sein du pays, ce qui crée des tensions monstres dans les rues, et ça rend la situation économique de pire en pire. Ne parlons même pas de la sécurité du peuple jamaïcain qui est confronté quotidiennement à l'influence des gangs, bref. La Jamaïque est pas à son prime et parfois quand la situation devient incontrôlable comme ça l'est à l'époque, il faut parfois aller chercher autre part que dans des décisions politiques et se tourner vers des choses qui naturellement rassemblent les gens comme par exemple la musique. Et ça, le gouvernement l'a bien compris, c'est pourquoi en fin d'année 1976, il décide d'organiser un concert en collaboration avec le grand Bob Marley, un concert pour promouvoir la paix et l'unité dans le pays, sauf que ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que 2 jours avant la date du concert, donc le 3 décembre 1976, Bob Marley et sa famille vont être victimes d'une tentative d'assassinat à leur domicile, pour te dire à quel point l'ambiance est vraiment au top. Heureusement, toute la famille s'en sortira avec quelques blessures, mais ce qui est par contre non négligeable forcément, c'est l'aspect psychologique, ils sont évidemment tous en gros état de choc, et là tout le monde se dit « Merde !» Ça va être tendu pour le concert là. Mais contre toute attente, Bob Marley annoncera assez vite qu'il n'annulera pas ce concert. Il veut montrer à son pays que la violence n'a pas sa place dans ce monde et que la paix et la résilience sont bien plus forts. C'est très beau de sa part. Le jour J, Bob Marley assurera donc un concert de 90 minutes devant 80 000 personnes, alors qu'il savait que la menace était énorme pour lui. Et même si le concert en lui-même n'avait rien de spécial en soi, le contexte et l'histoire qu'il y a eu autour l'ont rendu historique. Aujourd'hui, on peut encore considérer ce concert comme un énorme symbole de paix et d'unité à travers le monde, et on peut même se dire que s'il n'avait pas eu lieu, la situation en Jamaïque se serait peut-être encore empirée, mais au final, on saura jamais. Pour ce prochain concert, sachez que la situation géopolitique qu'il y a eu autour est ultra complexe. Si je voulais tout vous expliquer en détail, il faudrait faire une vidéo entière je pense, mais je vais quand même essayer de vous résumer tout ça de manière claire et précise. Pour bien contextualiser ce concert de U2 en 1997, il faut retourner 50 ans en arrière, en 1946. Cette année-là est créé un nouvel état qui va très probablement vous sonner très familier, la Yougoslavie. Cet état représente en fait 6 républiques, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, et pour faire très simple, ce nouvel état, personne n'en veut. Et au fil des décennies, ce rejet de la Yougoslavie va de plus en plus se faire ressentir jusqu'à créer des tensions et puis des guerres hyper violentes à partir de 1992. Alors quand je dis le mot guerre, c'est pas pour faire joli. Chaque mois, les pertes humaines se comptent en milliers, notamment dans la communauté musulmane, et malheureusement, cette guerre est peu médiatisée à l'époque, on en parle très peu dans le monde, ce qui fait que forcément l'aide humanitaire et militaire est quasi absente. Et ça plaît pas du tout à Bono qui veut montrer au monde ce qui se passe là-bas et qu'il faut absolument agir. Selon lui, la meilleure solution c'est d'unir le peuple autour de la musique en donnant un gros concert à Sarajevo. Le groupe fera une première tentative en 1993 mais malheureusement le concert leur sera refusé car jugé trop dangereux pour tout le monde, que ce soit le public ou les membres du groupe, mais ils ne vont pas lâcher l'affaire. Durant les quelques années qui vont suivre,
Ils vont constamment essayer de conscientiser leurs fans à la guerre qui a lieu en Yougoslavie, ils vont même diffuser leurs concerts à Sarajevo de manière fréquente pour essayer de rassembler le peuple autour de leur musique, et ça marche pas si mal. Grâce à leur influence, l'aide internationale va commencer à arriver sur place, le conflit va quand même durer 4 ans avant de se terminer en 1996. Pendant toutes ces années, Bono avait promis au peuple bosniaque que U2 donnerait un concert dès que le conflit se terminerait, mais il faut quand même garder à l'esprit que même si officiellement la guerre est terminée, la situation au sein de Sarajevo reste quand même méga tendue, donc ça reste un peu galère pour le groupe d'organiser ce fameux concert. Mais après des mois de gros forcing, le groupe irlandais arrivera à officialiser une date, le 23 septembre 1997, pour donner un concert qui représente la finalité de toutes ces années pendant lesquelles ils ont voulu mettre en avant ce conflit horrible qui a fait perdre la vie à des dizaines de milliers de personnes. Le concert ne sera finalement pas une réussite en termes de chiffres, ils seront même en perte financière, mais l'influence sociologique que ce concert a eu sur le peuple bosniaque est gigantesque. Il a permis de rassembler des milliers de personnes qui étaient en conflit quelques mois auparavant, et ça a permis de faire passer un message de paix et d'unité dans toute l'ancienne Yougoslavie, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui encore, U2 considère ce concert comme l'un des plus importants de leur carrière, non pas pour le show qui n'avait rien de très spécial en soi, mais pour l'influence énorme qu'il a eue auprès de tout le peuple européen. Et ça, c'est beau. Qui a dit qu'il fallait un public gigantesque pour inscrire un concert dans l'histoire de la musique? Et oui, parfois, quelques dizaines de personnes dans le public suffisent à rendre un concert tout simplement légendaire. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit quelques dizaines, puisque le 4 juin 1976, lorsque les Sex Pistols sont invités à se produire dans une petite salle de Manchester, le nombre total de personnes qui auraient assisté à ce concert est de 40 personnes. Oui, même mon arrière-grand-mère aurait fait mieux. Mais alors, comment ça se fait que ce concert est considéré comme si important dans l'histoire de la musique? Eh bien, en fait, il faut aller chercher plus loin que le concert en lui-même, qui d'ailleurs, selon les personnes présentes sur place, était vraiment médiocre, et porter notre attention justement sur ce fameux public. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1976, le mouvement punk est pas vraiment populaire dans le monde, voire même pas du tout, et à ce moment-là, c'est plutôt perçu comme un genre de musique que seuls les gros tocards sans éducation écoutent. Donc, c'est pas un genre super bien vu quoi. Mais ce jour-là, le 4 juin, il se passe un truc sociologique un peu inexplicable, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est justement cet aspect un peu irrationnel de l'événement où en gros, la majorité des personnes présentes sur place se disent que ce qu'ils viennent de voir chez les Sex Pistols, ils peuvent le faire aussi, et ils peuvent même mieux faire d'ailleurs. Une grande partie d'entre eux va donc se mettre dès le lendemain à la musique, ils vont acheter guitare, basse, batterie et micro, et commencer à construire ce qui est considéré aujourd'hui comme les racines du développement de la musique punk. Alors, quand je raconte ça comme ça, vous pourriez vous dire « ça paraît un peu irréaliste ton histoire là, tu nous prendrais pas un petit peu pour des cons là ?» Eh bien non, puisque dans ces personnes présentes dans le public ce jour-là, on peut trouver des figures hyper importantes du mouvement punk, comme Peter Hook et Bernard Sumner, membres du groupe New Order, Morrissey, le chanteur des Smiths, Marky Smith, le fondateur de The Fall, et bien d'autres figures importantes du punk. Certains historiens musicaux considèrent même ce concert comme un tournant dans l'histoire de la musique et du genre punk rock, et ils vont même jusqu'à dire que des groupes légendaires comme Nirvana, Green Day, les Foo Fighters, Blur ou encore Arctic Monkeys n'auraient jamais vu le jour si ce concert n'avait pas eu lieu. Que ce soit vrai ou non, je trouve ça juste fou de se dire qu'un si petit concert ait eu autant d'influence sur l'histoire de la musique. Je sais pas, je trouve ça passionnant et complètement fou, ce genre d'histoire. De nos jours, on est assez habitué à voir des concerts où les artistes ont des chorégraphies de malades et nous envoient la patate durant tout leur show, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Le fait de se lâcher complètement sur scène et de bosser une chorégraphie hyper technique, avant les années 80, ça existait pas vraiment. Et même si ça peut être difficile à croire, c'est littéralement un concert qui a changé la donne, celui de Michael Jackson lors du Motown 25 de 1983. Cette année-là, le boss du label Motown, le légendaire Berry Gordy, veut taper un gros coup pour fêter les 25 ans de son label. Il veut faire un gros show télé avec tous ses
plus gros artistes tels que Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, Martha Reeves ou encore, et c'est là que ça nous intéresse, les Jackson 5. Alors, faut préciser quand même qu'à ce moment-là, Michael n'est plus du tout lié à la Motown, ses frères non plus d'ailleurs, mais c'est avec ce label qu'ils ont fait leur plus gros hit, et ça a donc du sens de les inviter à cet événement. Mais Michael, il est pas chaud, il veut se détacher de cette image de petite star des Jackson 5 et veut absolument être perçu comme Michael Jackson et rien d'autre. Après de nombreuses discussions avec Berry Gordy, Michael Jackson finira par accepter la demande, mais à une seule condition, pouvoir performer en solo. Et à ce moment-là, Berry Gordy ne le sait pas encore, mais il vient d'ouvrir la porte à l'une des meilleures performances scéniques de l'histoire. Bref, c'est le jour J, les Jackson 5 assurent le show avec un Michael Jackson plus en forme que jamais, et puis vient le moment où Michael se retrouve seul sur scène et il dit Those were good songs. I like those songs a lot, but especially I like the new songs. Giga badass. Michael Jackson entame son concert solo avec Billie Jean qui vient de sortir en tant que single à ce moment-là et il bluffe tout le public, sa performance est incroyable, les pas de danse sont maîtrisés avec perfection, l'énergie qu'il a est incroyable et cerise sur le gâteau, il révèle au monde ce qui est aujourd'hui l'un des pas de danse les plus populaires du monde, le moonwalk. Aujourd'hui, quand on voit ce concert 40 ans plus tard, on pourrait presque se dire que c'est banal, mais pour l'époque, cette performance est révolutionnaire à beaucoup de niveaux. D'abord en termes de performance télé, avec ce concert, il a littéralement rehausser les standards de performance musicale à la télévision, puis en termes de danse aussi, avec le moonwalk qui est devenu un pas de danse qui a littéralement traversé les générations. On peut parler aussi de l'influence culturelle, où Michael Jackson a confirmé ce jour-là qu'il était le roi de la pop et qu'il comptait bien faire parler de lui pour de nombreuses générations futures. Et puis ce show a eu aussi un gros impact sur la diversité dans les médias, puisque faut quand même se dire qu'à l'époque, les discriminations envers les personnes noires sont encore bien présente et là, il a joliment brisé les barrières raciales de l'époque. Bref, l'impact de ce Motown 25 de Michael Jackson est énorme autant sur la musique que sur la culture populaire. Si tu as aimé cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Allez, on continue. Jusqu'ici, on s'est beaucoup baladé du côté de l'Amérique, mais revenons maintenant plus proche de chez nous, du côté de Berlin, et plus précisément Berlin-Est en 1988. Pour rappel, à cette époque, Berlin, enfin même l'Allemagne dans son entièreté d'ailleurs, est encore divisée en deux parties, la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, située à l'ouest et sous l'influence américaine, et la RDA, donc la République démocratique d'Allemagne, située à l'est et sous influence soviétique. Sauf que, à la fin des années 80, les Allemands de l'Est commencent à en avoir plein le cul de cette situation. Ils se sentent enfermés dans un régime qui leur correspond pas et ils veulent plus de liberté. Forcément, c'est pas ce dont ils profitent le plus sous un régime communiste. Il commence à y avoir énormément de tensions entre les Allemands de l'Est et les autorités, et ça, le gouvernement le sent bien, et ils savent qu'ils sont très proches d'une rébellion massive. Du coup, ils se disent, quoi de mieux que du bon vieux rock pour calmer les foules et montrer un visage plus cool du régime communiste, et ils ont donc l'idée, en 1988, d'attraper Bruce Springsteen, qui est en tournée en Europe à ce moment-là, et de l'amener du côté de Berlin-Est. Mais ils se doutaient sûrement pas qu'en faisant ce move, ça aurait l'effet inverse et que ça amorcerait le début des rébellions qui amèneront à la chute du mur de Berlin. Parce que Bruce, il vient pas les mains dans les poches, il veut profiter de ce concert pour envoyer un message de paix aux 300 000 Allemands présents sur place, 32 chansons pour 4 heures de show, des dizaines de messages de paix et d'unité prononcés en allemand, mais ce que le public retiendra surtout, c'est ce message: je ne suis pas ici pour soutenir un gouvernement, je suis venu jouer du rock'n'roll pour vous, dans l'espoir qu'un jour, toutes les barrières seront abattues. Le message, il est très clair, c'est l'heure de la révolte, il est temps pour les Allemands de l'Est de se libérer de ce régime qui les prive de tout depuis trop longtemps, et c'est exactement ce qui va se passer puisque 18 mois plus tard, le mur de Berlin tombe et cet événement signera clairement le début de la fin de la guerre froide et la libération de tout le peuple allemand qui en avait
ras la casquette de ce putain de mur. Selon beaucoup d'historiens, les discours prononcés par Springsteen lors de ce fameux concert de juillet 88 ont largement contribué à la chute du mur de Berlin et par la suite à la fin de l'URSS. On ne saura jamais vraiment expliquer pourquoi les centaines de milliers d'Allemands présents sur place ce jour-là ont été autant touchés par le message de Springsteen. C'est un peu la magie de la musique finalement, mais c'est encore une fois assez fou de se dire qu'un concert a pu avoir une telle influence sur l'histoire. Je trouve ça fou. On passe maintenant sur un concert devenu encore plus populaire que ce qu'il ne l'était déjà grâce au film Bohemian Rhapsody et qui fait d'ailleurs ses 40 ans au moment où je prépare cette vidéo. Il s'agit du Live Aid de 1985. Mais avant de parler du concert, parlons d'abord un petit peu du contexte autour. Au milieu des années 80, une énorme famine survient en Éthiopie et tue plus d'1 million de personnes dans le pays. Et ça, ça touche le monde entier et surtout le musicien Bob Geldof qui veut absolument faire quelque chose face à ce désastre humanitaire. Mais il ne va pas le faire tout seul, il s'associe au musicien Midge Ure, et qui est l'homme au nom imprononçable. J'ai d'ailleurs dû regarder cette vidéo pour être sûr de la prononciation. Bref, les deux icos vont réfléchir un petit temps sur ce qu'ils pourraient faire pour récolter des fonds pour l'Éthiopie, et ils finiront par avoir cette idée, faire un énorme concert rassemblant tous les plus gros artistes de l'époque, et utiliser l'argent récolté pour les envoyer en Éthiopie. Et c'est même un double concert qu'ils vont programmer le 13 juillet 1985, l'un à Philadelphie et l'autre à Londres. Le duo va réussir à rassembler 75 artistes et groupes, parmi lesquels on trouve U2, Phil Collins, David Bowie, Paul McCartney, Led Zeppelin et bien d'autres. Mais c'est surtout le groupe Queen qui va assurer un show légendaire qui marquera l'histoire à jamais. Durant leur concert de 20 minutes seulement, il faut quand même le préciser, le groupe réussit à délivrer un concert quasi parfait, ultra cohérent et d'une énergie de malade, avec un Freddie Mercury qui a été capable de créer un lien ultra profond avec son public et qui a marqué les esprits des 72 000 personnes présentes à Wembley et des 1,9 milliard, oui, vous entendez bien, milliards, qui ont pu suivre le concert devant leur télé. Et même si Queen a clairement volé la vedette à tous les plus grands artistes présents lors de l'événement, c'est bien évidemment l'ensemble du Live Aid qui a permis cette année-là de récolter plus de 245 millions de dollars directement envoyés en Éthiopie et qui a eu un double impact du coup sur le monde. D'abord celui d'avoir ouvert la porte aux concerts caritatifs qui s'enchaîneront de manière beaucoup plus fréquente après ce concert, et ensuite celui qui a permis au monde entier de prendre conscience de la pauvreté de centaines de millions de personnes à travers le monde. Donc indirectement, ce concert a probablement permis de sauver des millions de vies dans le monde et continue encore à en sauver, ce qui est incroyable et qui donne le sourire, bordel. Petite anecdote que j'ai découverte en faisant mes recherches, ce jour-là, ce bon Phil Collins a donné un concert sur les 2 continents. En gros, le mec a fait son show le matin à Londres, puis il a fly vers l'aéroport, il a pris un Concorde et il est arrivé à Philadelphie comme un roi pour faire son 2e concert de la journée. Au calme. Normal. Parlons maintenant d'une performance beaucoup plus récente, il s'agit du concert de Beyoncé à Coachella en 2018. Alors pour rappel, Coachella, on est quand même sur un des festivals les plus populaires du monde. C'est un festival qui a lieu chaque année en avril depuis sa création en 1999. Bref, en 2017, les organisateurs décident d'inviter Beyoncé pour être tête d'affiche du festival cette année-là. Ce qu'elle accepte bien évidemment, mais ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que les petits spermatozoïdes de Jay-Z, ils sont allés au bout et elle se retrouve donc enceinte au pire moment entre guillemets. Elle sera remplacée par Lady Gaga, mais bonne nouvelle, les organisateurs du festival américain lui proposent directement de remettre ça l'année qui suit. 1 an plus tard donc, c'est officiel, le festival Coachella accueille pour la toute première fois une femme noire en tête d'affiche. Alors pour nous, ça nous paraît presque anodin, mais rappelez-vous quand même qu'on est aux États-Unis, pays où le racisme est encore une activité quotidienne pour certains, donc rien que ce fait-là, c'est déjà historique en soi. Et ça fait aussi passer un gros message à toute l'industrie musicale de l'époque. Mais ce qui va vraiment rendre ce show historique, c'est la performance de Beyoncé et la mise en scène monstrueuse. Le show est d'une qualité irréprochable, l'énergie de Beyoncé fout tout le public sur le cul, et puis la précision de la mise en scène est méga impressionnante. Le show est déjà tellement légendaire sur le moment même que les festivaliers vont directement appeler le Coachella 2018 le Beachella.
Donc disons qu'elle a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, si vous voulez voir ce concert, il est disponible sur Netflix sous le nom de Homecoming. Perso, j'ai pas tout regardé parce que je suis pas non plus un grand fan de Beyoncé, mais rien qu'après une demi-heure, j'avais capté qu'on était sur un show bien badass. Bref, après ce double week-end de folie pour Beyoncé et ses fans, le monde de la musique se rend très vite compte de l'impact culturel de fou qu'a eu ce concert sur l'industrie musicale. Ce concert est très clairement le concert le plus grandiose d'un des plus grands festivals du monde. Ajoutons à ça tout le contexte autour du fait que son show en lui-même soit déjà une première dans l'histoire, et on obtient la recette d'un concert qui a marqué le monde entier. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais du Live Aid de 1985 qui est considéré par beaucoup comme le plus grand concert caritatif de tous les temps, mais ce que très peu de monde sait, c'est que ce concert de malade, il s'est directement inspiré de ce qui est considéré comme le premier concert caritatif de grande ampleur, The Concert for Bangladesh. Ce concert a eu lieu en 1971, donc 14 ans avant le Live Aid, mais avant que je vous en dise plus sur l'impact de ce concert, il faut bien évidemment que je vous parle du contexte. Au début des années 70, il faut savoir que la situation du côté du Bangladesh est tout simplement infâme. Le pays vient de subir le passage d'un énorme cyclone. Les mois qui suivent, les habitants subissent des pluies torrentielles extrêmement dangereuses, des réfugiés bengalis se font massacrer par milliers, il y a des génocides horribles qui ont lieu quotidiennement, il y a même une grosse épidémie de choléra qui sévit dans la région. Bref, j'avoue qu'en faisant des recherches sur ces événements, j'ai pris patate sur patate. Et ça attriste vachement le chanteur bengali Ravi Shankar qui a mal au cœur pour son pays, qui plonge de plus en plus dans une situation ultra critique. Il faut savoir que Ravi Shankar, c'est pas n'importe qui, c'est un musicien connu mondialement pour être un virtuose de la musique classique indienne et qui en plus a énormément de contacts dans le milieu de la musique. Et dans ses contacts proches se trouve notamment George Harrison, ancien membre iconique des Beatles, avec qui il partage beaucoup sur sa vie. En avril 71, les deux amis bossent ensemble sur la bande-son du film Raga, documentaire sur la vie de Ravi Shankar, et un jour ce dernier décide de faire le pas et de demander à George Harrison si, vu sa popularité dans la musique, il n'aurait pas un moyen pour aider son pays qu'est le Bangladesh. George est hyper touché par tout ce que lui raconte Ravi et il lui dit: je vais t'aider. À ce moment-là, l'idée de George pour aider le pays de son pote, elle est très claire et révolutionnaire pour l'époque d'ailleurs, organiser un gros concert pour récolter des fonds pour aider le Bangladesh. Selon des sources proches de George Harrison, les deux hommes vont bosser non-stop comme des acharnés pendant des mois sur ce projet qu'ils nomment The Concert for Bangladesh. Après des mois de boulot giga intense, on arrive finalement en juillet 1971 à Madison Square Garden. C'est le jour J, les deux organisateurs savent pas vraiment à quoi s'attendre, même si la vente de tickets fut assez bonne, et ce sera finalement probablement l'un des plus gros accomplissements de la vie des deux musiciens, puisque le concert sera une réussite autant sur le plan financier qu'en termes de qualité de concert. Rien qu'avec les places de concert en elles-mêmes, le concert a su récolter 250 000 $ pour 40 000 personnes présentes sur place, et cette somme sera encore décuplée pour atteindre 12 millions de dollars grâce à la sortie d'un album et d'un DVD du concert sorti quelques années plus tard. Ce fut donc une grande fierté pour les deux musiciens, puisqu'ils savent qu'avec ce concert, ils ont aussi ouvert la porte à de nombreux autres concerts caritatifs dans le monde, dont le Live Aid, et donc aider des millions de gens sur cette planète, ce qui en fait donc, une fois de plus, un concert historique qui a changé le monde. Dans cette liste, j'aurais pu rajouter deux événements qui ont aussi marqué le monde de leur empreinte et qui auraient amplement pu avoir leur place dans cette vidéo. Ces deux événements, c'est Woodstock et Altamont. Si j'ai décidé d'en parler que sous forme de bonus, c'est parce que justement, ce sont des festivals et pas vraiment des concerts. Bon, après tu me diras, un festival c'est une série de concerts, ce qui est vrai, mais voilà. Bref, Woodstock et Altamont, ce sont deux festivals qui ont eu lieu à quelques mois d'intervalle en 1969, et ce qui est assez fou avec ces deux événements, c'est qu'ils sont intimement liés puisque l'un a mis un énorme fuck à toute la morale de l'autre. Parmi les deux festivals, c'est Woodstock qui a eu lieu en premier en août 1969. Le but du festival, montrer au monde entier que la paix est bien plus forte que la guerre, à une période où la guerre du Vietnam est en train de faire des dizaines de milliers de morts à l'autre bout du monde. À la fin du festival, Woodstock devient instantanément l'image de cette culture
peace and love qui porte toute une génération et qui a été capable d'envoyer un message de paix ultra fort à travers le monde entier. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, les Rolling Stones ont rappelé au monde que, bah non, on vit malheureusement pas dans un monde de bisounours. En décembre, après une tournée américaine, le groupe se dit que ce serait une bonne idée de faire un festival exactement du même genre que celui de Woodstock, un peu sous forme de réponse en fait. Le problème, c'est qu'ils organisent ça comme des peintres et Altamont 69 deviendra l'un des pires festivals de l'histoire avec des personnes décédées, de la violence, de l'excès d'alcool avec toutes les dérives qui vont avec, bref. Ils ont littéralement mis un énorme toast à tout l'impact positif que Woodstock avait eu sur le monde. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'infos sur ce fameux 6 décembre 69, vous pouvez cliquer juste ici, j'en parle un peu plus en profondeur dans cette vidéo. Enfin voilà, ce duo de festival a donc marqué le monde sous deux extrêmes, l'un rappelant qu'avoir la paix dans le monde est possible, et l'autre que l'humain est humain et qu'on n'aura pas la paix de sitôt en fait. Ceci clôture cette vidéo sur les concerts qui ont changé le monde. J'espère que vous avez passé du bon temps, que vous avez appris des choses. Perso, en faisant des recherches, ça m'a quand même rappelé à quel point la musique ça peut être quelque chose de super puissant et qui peut littéralement changer le cours de l'histoire. Avant de vous en aller, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous. Ciao.